to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire en guise d'introduction. D'abord, je voudrais, et je le dis sans flagornerie, il comprendra, en tout cas remercier mon invité d'aujourd'hui, c'est-à-dire Jean-Philippe Dubrul, pour sa grande patience. Je ne vais pas développer, il comprendra. Et merci en tout cas qu'il soit là. Pourquoi? Parce qu'un livre, pas n'importe lequel, le livre s'intitule Le phénomène Gundam, sous-titre Le colosse de l'animation. C'est édité chez nos amis de Ferd Édition que je salue. Et je disais à mon invité Jean-Philippe Dubrul que j'étais le client parfait. Pourquoi? Parce que je connais la série mobile Suit Gundam, mais je ne l'ai jamais vue. Je ne me suis jamais intéressé, je ne sais même pas pourquoi. Donc, et je suis passé à côté de quelque chose et je le regrette. Et c'est grâce à ce livre, je le montre, voilà. Et bien évidemment, dans le descriptif de la vidéo, vous savez, hein, vous cliquez sur le lien, vous tombez sur la page dédiée du livre, du site Ferd Édition. Comme ça, vous pourrez vous le procurer, un livre qui est sorti depuis un certain temps. Voilà, donc je suis très content qu'il soit là. On va discuter 40 minutes de 0,001% de ce qu'il y a dans le livre. Donc après, c'est à vous d'être curieux et curieux. Mais avant cela, la question que je pose à tous mes invités, comment allez-vous? Comment allez-vous? Bien, déjà, merci pour la question. Merci pour cette invitation. Je suis toujours ravi d'échanger sur une saga aussi passionnante. Et pour répondre à la question, ça va très bien. Donc voilà, prêt à discuter, à prêcher, à vanter les qualités de Gundam. Mais alors, quand je parlais de clients parfaits pour le coup, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le livre aussi, à un moment, prend l'orientation d'être, comment dire, d'aller profondément dans le sujet, c'est obligatoire, mais à aucun moment, et là je parle du style, hein, donc de l'écriture, donc de la cuisine interne, et à aucun moment on se sent perdu. Il y a quelque chose, il y a une espèce de résonance collective avec la possibilité que toutes et tous puissent pénétrer dans ce monde et qu'il n'y a aucun problème. Et il y a de cela dans votre écriture, dans votre style. Alors oui, c'était... merci déjà de le souligner. Ça montre que ce n'était pas peine perdue, en tout cas sur cet aspect-là, parce que oui, c'est voulu. En fait, Gundam, pour le faire très court, hein, c'est un peu le Star Wars, ou plutôt le Star Trek japonais, au sens où il y a beaucoup d'itérations, beaucoup de volets, et que quand on sait ça, et qu'on n'a pas encore plongé dans Gundam, on peut se dire que c'est un énorme corpus, que c'est compliqué, comment y rentrer, etc. Donc, étant assez conscient de ce préjugé-là, qui n'est pas injustifié hein, d'ailleurs, mais étant assez conscient de ce préjugé-là, qu'on a pu expérimenter avec mon association de fans de Gundam depuis de très nombreuses années, on a prêché dans les conventions aussi, on s'est rendu compte de cette appréhension en tout cas, que le public pouvait avoir à l'égard de Gundam, et donc on s'est affûté pendant de nombreuses années pour présenter, expliquer cet univers, mais tout en comment dire, ne perdant pas les gens en fait, parce que ce serait en fait dommage d'être comment dire, recalé à l'entrée de Gundam sous une avalanche de détails, de choses, alors que finalement le cœur de Gundam n'est pas là-dedans, et que ce serait rater ce qui fait tout l'intérêt de cette saga. Et ça par contre, je disais qu'on allait évoquer 0,01, etc. Mais ça, il faut en parler absolument pendant l'émission. Je vais quand même ouvrir une petite parenthèse qui est quand même ça l'importance, à savoir que qui êtes-vous? Et ça, c'est important. Je lis juste le descriptif qui est assez bien fait. Outre une vie dans le domaine des études d'opinion et de l'analyse politique, vous êtes traducteur d'animé et de manga sous le signe de la science-fiction, ascendant patrimoine. Vous êtes amateur de robots géants depuis votre plus tendre enfance, et vous plongez fort logiquement dans le grand bain à l'occasion de la diffusion de Gundam Wing sur M6, et donc une passion qui ne vous a plus quitté puisque vous avez fondé, vous l'avez évoqué, en 2009, la
AEUG, Association pour l'essor de l'univers Gundam, pour partager donc l'amour de la tôle froissée. Et vous êtes aujourd'hui impliqué dans la traduction française des différents volets de la saga Gundam. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'image marquante, quoi, cette série, voire même ensuite les films. Dans votre rapport à l'image, à la pop culture, à la culture, à l'art, j'ai l'impression qu'il y a une place très importante. Hein. Alors oui, parce que c'est une rencontre précoce déjà, comme beaucoup de petits enfants de l'époque en France. J'ai vu Gundam sur M6 avec la diffusion du Gundam Wing, donc ça nous ramène en 2001, si ma mémoire ne me trompe pas. Donc voilà, je sais, et je me rends compte aujourd'hui en fait en discutant avec des contemporains, en tout cas des gens de ma génération, que même si Gundam Wing n'a pas forcément essaimé ou entraîné un succès fulgurant de Gundam en France, je me rends compte en parlant avec des gens 20 ans plus tard que c'est resté dans les mémoires, et pas que des fans de Gundam. Donc c'était vraiment j'ai employé un gros mot, pardon, en termes culturels, mais c'est un produit culturel en tout cas, qui a marqué à son arrivée en France. Voilà pour l'aspect un peu général. Et puis, oui, personnellement, moi, je regardais déjà tout ce qui était Power Rangers à l'époque, enfin un peu avant. Alors, c'était moins les gens en pyjama, bien que ce soit très bien les gens en pyjama, mais c'était moins les gens en pyjama qui me plaisaient que les robots géants. Donc, oui, j'ai assez inévitablement accroché à Gundam, et puis j'y ai mis la main, puis ça m'a pris le bras, et tout ça a aussi coïncidé avec mon adolescence. Donc oui, il y a une construction forcément qui se fait quand vous avez une œuvre aussi pléthorique qui vous accompagne à ce moment-là de votre vie, forcément que ça vous suit finalement encore, et a fortiori parce que c'est une saga qui est très divertissante, et ça c'est le moins qu'on puisse en attendre, mais qui est aussi pleine de choses qui donnent à réfléchir ou à penser le monde. Et vraiment, c'est pour ça que voilà, ça fait plus de 20 ans que je trempe dans Gundam et je n'en suis toujours pas lassé. En fait, je pense que c'est assez parlant. Alors, j'en suis pas lassé. Je ne pense pas que c'est par nostalgie ou immobilisme, j'espère pas, mais toujours pas lassé en tout cas, parce que Gundam continue à me surprendre. Et j'ai envie de dire que pour un fan depuis 20 ans, quel qu'il soit, continue à être surpris par sa saga fétiche, je pense que c'est un très bon point pour Gundam en général. Vous avez dit penser le monde, ça c'est très intéressant parce que lorsque vous travaillez sur la série, en tout cas sur cette saga, pour en faire ensuite un livre de 284 pages édité chez Ford Édition, moi la question c'est de savoir comment on fait pour pouvoir se détacher de l'émotion liée à l'adolescence, l'émotion aux premiers émois, au fait qu'il y ait quelque chose d'organique avec cette œuvre d'art. Comment on fait pour un moment ou un autre se focaliser sur penser le monde. Donc la structure du livre, comment vous la pensez, cette structure du livre? Alors je vous avoue que l'élément premier pour remettre les compteurs à zéro en quelque sorte et se poser sur des faits, finalement, c'était un récit historique. Ça racontait la genèse du tout premier Gundam en 79. Donc on a voilà, un récit qui est très factuel, un récit d'enquête, un récit aussi assez rocambolesque. Puisque je vous avoue que l'avantage d'écrire sur Gundam, c'est que l'histoire, elle s'écrit un peu toute seule. Il y a déjà des rebondissements, il y a déjà des choses qui vont un peu dans tous les sens et qui sont assez rocambolesques. Donc voilà, commencer par ce rappel des faits-là me semblait assez important et permet voilà, de partir sur une base objective pour ensuite dérouler la pelote petit à petit. Hein. Le plan de l'ouvrage s'est fait assez naturellement. On raconte comment ça s'est créé. Donc, dans comment ça s'est créé, il y a le contexte historique de l'époque, socio-économique de l'époque, il y a les différents rebondissements, il y a l'héritage immédiat que ça donne, et puis, vu qu'on raconte un succès, ce premier Gundam n'a pas tout de suite marché, mais il a explosé en cours de route. Une fois qu'on a posé ça, on peut légitimement se demander, mais pourquoi Gundam ça marche? Qu'est-ce qui fait le succès de ce phénomène culturel et économique? Et là, on peut rentrer dans les œuvres. Et là, on peut rentrer dans une forme d'analyse assez froide, finalement. Une forme d'analyse de pourquoi ce phénomène, qu'est-ce qui est entré en résonance avec les contemporains,
qu'est-ce qui, on est quand même 45 ans plus tard, qu'est-ce qui marche toujours, en fait? C'est quand même dingue qu'une série, c'est pas la seule, mais qu'une série faite il y a 45 ans, on est en pleine guerre froide, la guerre du Vietnam n'est pas loin d'ailleurs, enfin, on est dans un contexte mondial très marqué. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a quelques années, avant que les conflits n'occupent le devant de l'actualité de manière aussi intense qu'aujourd'hui, et qu'est-ce qui fait que c'est toujours pertinent? Voilà, c'est assez. En soi, l'exercice est intéressant. J'espère qu'il touche aussi le lecteur au sens où c'est des enjeux encore prégnants aujourd'hui. Et puis, personnellement, moi, c'était l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des choses. Le fait, par exemple, je balance ça comme ça, mais que dans le tout premier Gundam, on parle de manière un peu entre les lignes, on parle d'écologie et d'épuisement des ressources. C'est une thématique qui est présente dans un dessin animé prétendument pour enfants de 1979. Donc c'est bien, c'est pas le seul d'ailleurs à avoir fait ça, mais il y a une. Comment dire, avec ce Gundam, en fait, Gundam reste d'actualité. C'est ça. C'est que même si à chaque anniversaire, on compte les années depuis la création de Gundam, on va bientôt arriver au demi-siècle, force est de constater que c'est toujours pertinent. Et c'est quelque chose d'assez vertigineux, je trouve. Et cette résonance que vous évoquez très justement d'ailleurs pour le coup, est-ce qu'elle est due en grande partie à la complexité des personnages qui composent cette saga? Chose que vous évoquez énormément, d'ailleurs, voilà, dans le livre. Est-ce que c'est en partie dû à ça ou est-ce qu'il y aurait beaucoup plus que ça? Alors, il y a les personnages, évidemment, qui ne sont encore une fois pas les premiers, mais Gundam a suivi quelques précurseurs et a vraiment perfectionné la recette. Ce sont des personnages gris, évidemment gris, évidemment imparfaits. Des personnages qui vont traverser des épreuves et mûrir. En fait, on n'est pas sur ce que dans la science des récits on appelle les archétypes, finalement, des personnages qui sont moins des êtres vivants que des fonctions dans un récit. Il y a le héros, il y a les adjuvants, il y a les opposants, et patati patata. Non, là, dans Gundam, on a des personnages humains, on a des personnages qui aussi ont une vie hors champ. C'est-à-dire que d'un épisode à l'autre, voilà, on sait qu'il y a eu une ellipse de quelques jours, et un personnage va changer d'un épisode à l'autre, et le spectateur va pas comprendre pourquoi, va dire mais comment est-ce possible, etc. Est-ce un défaut d'écriture ou pas? Et en fait non, on apprend à la longue que Gundam aussi, à travers ces personnages imparfaits, remplis de dilemmes, c'est aussi des personnages qui ont une vie propre. En fait, et comme quand vous parlez à un ou une amie un jour, puis que vous le revoyez une semaine après, il s'est passé un truc dans sa vie et que la personne est un peu différente, et ben c'est un peu ça aussi qu'on retrouve dans Gundam. Donc c'est en ça que je trouve les personnages de Gundam d'une certaine maturité dans leur conception. Et j'entends pas maturité par des thématiques adultes ou de la souffrance ou des problématiques sentimentales, etc. Non, mature parce que on a devant nous des personnages en fait, vivants, tout simplement, et donc complexes, parfois incohérents avec eux-mêmes, mais si tous les êtres humains étaient cohérents avec eux-mêmes, je pense que le monde ne serait pas dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Donc voilà, des personnages extrêmement importants, même si, en général, sur la force de l'univers Gundam, ce qui est retenu surtout par les fans, c'est l'univers lui-même. L'univers tel qu'il est dépeint, tel qu'il est décrit, tel qu'il est détaillé. C'est vrai que, comme pour beaucoup d'œuvres de science-fiction, hein, c'est évidemment ce qui reste en termes d'image marquante. Mais comme vous le soulignez à raison, les personnages ont une place prégnante parce qu'un univers c'est beau, mais un univers vide, ça ne sert à rien. Et les personnages, voilà, quand je vous dis qu'ils ont une vie hors champ, ils ont une vie hors champ, mais ils vivent dans ce monde qui est dépeint, qui est beaucoup retenu et beaucoup célébré dans le cas de Gundam. Avant de continuer à essayer de comprendre comment, d'ailleurs vous le dites, hein, comment cet univers est en expansion continue, on va quand même s'attarder un petit peu sur la genèse, hein, même si ce mot veut dire beaucoup, veut dire tout et son contraire, mais par exemple, honte à moi et honte à vous aussi, on n'a pas cité le nom du créateur de la série, quand même c'est important. Honte à moi surtout, c'est quand même moi le journaliste pour le coup. Non, mais très sérieusement,
d'où vient donc Yoshiyuki Tomino? Comment cette saga a vu le jour? Pourquoi? Et il y a toute une histoire assez belle d'ailleurs, enfin terrible, éprouvante aussi, que vous racontez dans le livre, et ça serait intéressant de commencer par là. Avant, déjà, ne serait-ce que qui est cet auteur et puis pourquoi cette saga, pour le coup? Alors, on va essayer de faire vite, parce qu'il y a... Ah non, prenez votre temps, vous êtes sur Microciné, alors il faut vraiment prendre le temps. Hein. Alors, on va prendre le temps. Ah bah oui. Prendre le temps. Alors, on va pas commencer à la naissance de Tomino, mais Yoshiyuki Tomino est une personnalité qui, dans les années 60, se lance dans l'animation japonaise. Il voulait faire du cinéma. Voilà, au départ, il veut faire du cinéma. Et puis, comme il le dit souvent lui-même, c'est quelqu'un qui est très dépréciatif de lui-même en interview. Il dit personne dans le cinéma voulait me prendre, j'ai pas trouvé d'opportunité, je suis allé là où on a bien voulu de moi. Et donc, il est allé dans le studio Mushi, studio de Osamu Tezuka, l'ERG japonais, qui a créé l'animation japonaise moderne. Voilà, on va dire ça comme ça, avec notamment Astro Boy, premier animé japonais diffusé chaque semaine à la télévision. Et donc Tomino arrive là-dedans, et comme plein de gens de sa génération, il se forme aussi un peu sur le tas. C'est une époque foisonnante où énormément de créateurs dont l'influence sera énorme sur le médium bien plus tard. Beaucoup de créateurs se sont auto-formés et ont été mentorés par Tezuka et son équipe. Donc Tomino fait partie de cette faune-là. Et comme il le dit lui-même encore une fois, il ne savait pas trop bien dessiner, donc on l'a vite mis en réalisation et en storyboard. Voilà, il ne pouvait pas dessiner des jolies choses, donc on a dit, bon, tu vas nous faire le cadre, tu vas nous faire la composition des plans, ce sera déjà très bien. Et force est de constater qu'il se débrouillait plutôt bien en la matière. Donc il est devenu assez réputé dans le milieu pour ses storyboards, notamment pour sa vitesse d'exécution. C'est quelqu'un qui fait un storyboard à l'époque 4 fois plus vite que n'importe qui d'autre. Voilà, donc c'est quelqu'un qui abat un travail assez monstrueux, qui est réputé pour ça, et donc il va enchaîner les séries. Ça, c'est la première partie de Tomino, les origines, en quelque sorte. Et ensuite, il va se retrouver associé aux séries de robots géants en particulier. Voilà. On est à l'époque Goldorak, pour faire clair. On est à l'époque de l'essor du robot géant, ça cartonne, il y a plein de dessins animés de robots géants à la télévision japonaise. Ça marche parce que les petits garçons adorent voir se battre, adorent voir les combats de catch de robots géants contre des lézards géants. Ça marche parce que les sponsors, les gens qui financent ces séries-là, font des jouets, font des petits robots en métal, dans l'espoir de les vendre aux enfants, et ça se vend très bien. Donc c'est une espèce de cercle mercantile vertueux qui fonctionne à merveille. Donc Tomino est mis sur certaines séries de ce type-là. Sauf que il arrive un peu quand le phénomène s'essouffle. Le phénomène s'essouffle en termes de vente, pour commencer, mais aussi c'est lié en termes d'originalité. La formule s'autodigère, il n'y a plus d'originalité. C'est ce qu'on vit depuis quelques années avec le Marvel Cinematic Universe. Ouais, je peux me permettre cette image-là, dont on y compare Gundam à beaucoup d'égards, donc je le cite souvent. Mais voilà, donc Tomino arrive, on lui donne des animés de robots géants à faire. On lui en donne donc le studio Sunrise, qui est le studio historique d'animation qui fait Gundam. Le studio Sunrise lui donne à faire 3 séries d'animation sur 3 ans successivement, sponsorisées par le fabricant de jouets Clover, dans le but de créer des récits inédits. Parce qu'il y a les adaptations d'un côté, on a fait une BD, on vous le donne et faites-nous un dessin animé avec ça. Alors ça paye les factures, mais si le dessin animé marche bien, c'est le propriétaire du manga qui prend tous les bénéfices, c'est pas le studio d'animation qui n'est qu'un prestataire. Le studio d'animation Sunrise, à ce moment-là, il aimerait franchir un cap et il aimerait créer des œuvres originales qui rencontrent le succès pour être propriétaire de ces marques-là, engranger les dividendes et grossir et faire plus de choses. Voilà, ne plus être un simple sous-traitant. Donc c'est Tomino, par hasard, c'est à Tomino qu'on donne pour mission de faire ces 3 séries. Il en fait une première qui est une série de robots géants assez classique. Il en fait une deuxième où il se permet déjà quelques coups narratifs pour chambouler un peu son public et réorienter la série. Alors je ne sais plus, j'hésite, je ne sais plus si c'est Daitan 3 ou Zambot 3, je confonds toujours les deux.
Mais dans cette deuxième série qu'il fait, à un moment, il y a des bombes humaines dans un conflit et c'est des enfants. Enfin, c'est des enfants avec des bombes attaquées sur eux et ils explosent. Quoi. Donc, c'est pas forcément destiné à un public très jeune. Et pour la troisième série, on y arrive. Tomino, qui est lassé des séries de robots géants classiques à la Goldorak, se dit qu'il veut faire un récit plus mature, plus vraisemblant, plus dans la veine d'une SF classique. On est dans les années 60-70. La grande SF américaine a déjà émergé, elle s'exporte au Japon. Enfin voilà, on n'est pas loin de l'arrivée de Star Wars aussi. On est dans ce bouillonnement culturel-là. Tout ça ne se passe pas par hasard. On est dans une période charnière où Tomino, il veut faire son récit de cette trempe-là. Donc il va faire Gundam. Voilà, c'est comme ça que Gundam naît, mais déjà sur des bases un peu fragiles. C'est-à-dire que cette série Gundam, elle est financée par un fabricant de jouets qui veut une série pour enfants, pour vendre des jouets aux enfants. Tomino, lui, il prend l'argent pour faire la série, mais il veut faire quelque chose de mature. Déjà, ça donne une idée du caractère un peu filou de Tomino, ce qui n'est pas forcément très courant dans l'entertainment japonais de l'époque, hein, a fortiori maintenant. Donc c'est quelqu'un d'un peu coquin qui va faire un petit tour de passe-passe pour réaliser son Gundam en dépit de qui le finance et à quelle fin. Et ça va provoquer quelque chose d'assez logique quand on y pense, c'est que cette série Gundam va être un échec. Va être un échec d'audience, tout simplement parce que la série n'est pas calibrée pour les enfants, mais elle est diffusée à un créneau pour les enfants. Et donc les enfants ne la regardent pas. Tout simplement, donc Gundam, cette série Gundam qui sort en 1979 est un échec, elle est écourtée. Voilà, preuve de son échec, elle est amputée de 10 ou 12 épisodes. Et puis l'histoire aurait pu s'arrêter là, sur un échec. Sauf que le pari de Tomino, quelque part, a été gagnant, parce que, passé les premiers épisodes qui ne fonctionnent pas du tout en termes d'audience, en fait, il y a son public cible originel, qui est les collégiens et les lycéens, en fait, finissent par tomber sur Gundam. C'est pas diffusé dans un créneau pour eux, c'est pas annoncé pour eux, mais ils finissent par tomber dessus. Et bouche à oreille aidant, ce public-là commence à aller regarder Gundam. Et ce qui est tragique, c'est qu'au moment où la fin de Gundam est annoncée, on est aux alentours de l'épisode 25 ou 30 et ils disent on va en avoir une quarantaine et puis basta, c'est pile le moment où les audiences remontent. Pas parce que les enfants se sont mis à regarder Gundam, non, parce que un public plus âgé, plus adolescent, s'est mis dessus. Et donc Gundam s'achève à contre-courant, on va dire, ça a commencé à marcher mais c'est déjà amputé. Sauf que Tomino va chercher de nouveaux sponsors pour ressortir cette série sous un format cinéma. Je rappelle son inspiration initiale, ce qu'il aurait pu faire. Donc il remonte la série en 3 films de 2h30, ça sort au cinéma, c'est un carton, c'est un phénomène jamais vu avant. Il y a eu aussi, pendant la conception des films, des rediffusions de Gundam à la télévision, puisque petit à petit ça a rencontré son public, et donc on a eu des mobilisations de fans pour demander à leur chaîne de télé, s'il vous plaît, rediffusez Gundam, moi je l'ai raté. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de télé de rattrapage, il n'y a pas de VOD. Il n'y a même pas beaucoup de magnétoscopes. D'ailleurs, si vous voulez regarder un programme télé, il faut être devant la télé à l'heure où il passe. Il ne faut pas louper. S'il passe qu'une fois, il faut demander à une station de télé, nationale ou locale, de le rediffuser. Et c'est ce qui s'est passé pour Gundam. C'est comme ça que la sauce est montée, avec comme point d'orgue, une fois que les fans étaient chauffés à blanc, la sortie cinéma et un événement qui a fait date dans l'histoire de la pop culture japonaise, on peut le dire. Pourquoi on peut évoquer à long terme de révolution par rapport aux collégiens et aux lycéens? Qu'est-ce que eux voyaient dans cette série qui leur parlait? Alors, ils voyaient des personnages et un monde nuancé, avec des nuances de gris, hein, tout simplement. Alors ça, il faut se remettre un peu dans le contexte, mais voilà, l'animation japonaise est née dans les années 60, avec des adaptations de mangas pour enfants. On se téléporte 10 ans plus tard, on est à la fin des années 70, donc au moment où Gundam arrive. Dans la décennie des 70, en fait, on a un public de Japonais qui, enfants, ont regardé des dessins animés, fort bien, qui étaient faits pour enfants. Un public qui lisait des mangas aussi,
fait pour enfants, quand même fort bien, sauf que dans ce public-là, le public a vieilli, a grandi, devrais-je dire, mais voulait continuer à lire des mangas et regarder des animés. Sauf que donc, ce qui a créé, cette demande a forcément créé une offre, a suscité une offre. Et donc c'est dans les années 70 qu'on voit apparaître en manga et en animé des récits plus sombres, plus nuancés, plus rugueux. En manga, on a... Alors, l'usage du terme de ma part est peut-être impropre, mais en manga, on a l'école Gekiga. L'école du Gekiga, qui est une école de manga des années 70, où on parle beaucoup de la société, où on a beaucoup de héros qui sont issus de quartiers défavorisés ou de bidonvilles. Donc, ils ont leurs aventures à eux, leurs interactions, tout en nuances de gris, mais aussi on voit à travers eux, à travers ce prisme, on voit la société, là où elle va mal, là où elle est plus privilégiée. On a des récits beaucoup plus organiques, beaucoup plus sociaux, finalement, dans ces années 70. Donc l'école du Gekiga, moi je pense notamment à une œuvre, je ne suis pas sûr qu'elle fasse partie du Gekiga pour les plus puristes, mais une série de boxe comme Ashita no Jo, manga de boxe fondateur, et encore très très puissant, même quand on le lit aujourd'hui. Donc on a ce mouvement dans le manga, on a eu ce mouvement dans l'animation japonaise, un peu plus, comment dire, moins rugueux, mais on a les années 70, c'est la décennie de Lupin III, Edgar de la cambriole. Bon, ça reste du divertissement rigolo, mais on a quelque chose un peu plus rugueux. On a des choses comme Lady Oscar, les premières adaptations de shoujo qui cassent les codes de l'époque. Et on a aussi en science-fiction un précurseur qui est Space Battleship Yamato, dont le character design est fait par Leiji Matsumoto, le père d'Albator, pour vous donner une idée. Et voilà, les œuvres que je vous cite contribuent à faire émerger un public d'adultes amateurs d'animation. À l'époque, même au Japon, les dessins animés, c'est pour les enfants, pour tout le monde, dans l'esprit des gens. Voilà. Mais ces séries-là, qui s'adressent à un public mature, ont forgé, ont rencontré un public d'animation mature, au moins adolescent. Et Gundam est arrivé en quelque sorte pour leur donner un étendard. Parce que cette communauté qu'on appellera plus tard les otaku, cette communauté de fans d'animation japonaise, elle existait, mais elle pouvait être inavouée, elle pouvait être un peu honteuse, pas consciente en fait comment dire, le spectateur moyen n'était pas conscient qu'il y avait d'autres adultes ou adolescents qui regardaient des animés et qui aimaient ça. Voilà, chacun était un peu de son côté. Et c'est Gundam finalement qui a fait prendre conscience à chacun qu'ils n'étaient pas seuls. Et que même ils étaient nombreux, d'ailleurs. Et nombreux et capables en se mobilisant de provoquer des rediffusions, de provoquer la sortie sous une nouvelle forme au cinéma d'une série avortée, par leurs achats et leur mobilisation sonnante et trébuchante, en achetant des goodies, des CD, enfin des vinyles à l'époque, de Gundam, en fait, d'avoir une consommation, comment dire, c'est le contraire du boycott, c'est du soutien. Gundam, c'est ça aussi, c'est la naissance des fans d'animation japonaise au Japon. Enfin, alors, plutôt que leur naissance, leur acte de naissance, en fait. Ils étaient nés, ils étaient déjà là. Mais Gundam, ça montre à tout le monde qu'ils sont là. Et ça le montre à eux-mêmes aussi. Et comment Tomino fait pour gérer ça? Alors, Tomino est un redoutable, stratège parce que dès la diffusion de la série télé Gundam, qui ne marche pas très bien, on a déjà un écosystème de magazines spécialisés sur l'animation japonaise. Ça existe déjà. On est dans le quasi-fanzina, encore à l'époque. Mais ça commence à se structurer. On est underground, clairement, mais on commence à se structurer. Et en fait, Tomino interagit très vite avec ces magazines émergents et les alimente en anecdotes et en secrets de coulisses, finalement, sur la série. Il tease aussi des révélations. Il dit, il va se passer, vous verrez dans un mois ou deux, je vous dis rien, enfin je dis ça, je dis rien, mais il va se passer ceci, cela, etc. Donc il tease ça, et c'est en profitant d'une de ses interviews qu'il annonce que Gundam va être écourté. Ce qui va provoquer l'indignation de la communauté de fans naissantes de Gundam.
Bon, ils commencent à peine à arriver dans Gundam et à apprécier cette série que le créateur leur annonce, désolé, c'est bientôt fini. Voilà. Et Tomino va enchaîner comme ça plusieurs interviews où, je vais pas dire, il va instrumentaliser, mais il va jouer les fans, en fait. Il va jouer la communauté des fans contre les sponsors. C'est-à-dire qu'on lui a dit, Gundam c'est terminé, tu as 2 ou 3 mois pour finir la série. En coulisses, le sponsor lui dit, je te coupe les vivres, tu termines dans tel calendrier. La première chose que fait Tomino, c'est d'aller tout balancer au public, sachant pertinemment que l'effet que ça aura, c'est que le public va se faire entendre, va protester. Le sponsor, lui, il pense juste à enterrer Gundam et à passer à autre chose. Le studio Sunrise lui-même commence à mettre à allouer une partie des moyens de Gundam à une autre série, une adaptation d'Ultraman. Voilà, Sunrise renonce à ses rêves d'indépendance, ils préparent la suite. Ils se préparent à retourner un petit peu dans leurs conditions de sous-traitants. C'est vraiment Tomino en électron libre qui, à travers ces tribunes qui lui permet de s'adresser aux fans, va en fait créer une attente, parfois démesurée, en annonçant des choses qui n'arriveront jamais. Hein. Il annonce un dénouement, il dit Gundam, on m'a dit qu'on allait me réduire mon nombre d'épisodes, donc je ne pourrais pas vous montrer tel épisode où il arrive ceci à cette personne-là, je ne pourrais pas vous montrer tel développement, comme c'est dommage. Voilà, Tomino fait vraiment ça en fait dans ses interviews. Et ça fait mouche, en fait, parce que les fans comprennent qu'ils doivent se mobiliser, qu'ils doivent faire entendre leur voix, que les sponsors, l'offre ne viendra pas à eux, c'est la demande qui doit se faire entendre. Et en fait, Tomino a largement contribué à souffler sur les braises de ces fans passionnés, en fait. Et le pari a été gagnant. Il invente avant l'heure tout ce qui se fait dorénavant aujourd'hui de manière assez banale, c'est-à-dire les réseaux sociaux, ce genre de choses. Moi, je pense à la Snyder Cut, par exemple, qui est quand même un geste de fan. Et c'est très intéressant, ça, économiquement, ce que ça dit aussi. C'est assez passionnant, je trouve. Mais complètement, c'est vrai que le parallèle avec la Snyder Cut est assez pertinent. Mais j'ai envie de dire, même la Snyder Cut, alors il y a une info qui est lâchée, qui est qu'il existe une Snyder Cut, et qu'il y a eu, que le produit fini ne ressemble pas à grand-chose de l'original. Ça, c'est une info qui est lâchée. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit Snyder lui-même, en tout cas, ça vient des coulisses, ça a été lâché, même si, oui, le fait que, Snyder laisse le projet, qu'on fasse venir Whedon, enfin bon, les fans se doutent que le produit fini n'a pas grand-chose à voir avec l'objectif original. Mais bon, c'est pas Snyder qui a foutu le feu lui-même, j'ai envie de dire. Non. Après, les fans se sont manifestés, Snyder a montré qu'il était touché et son envie, de revenir sur le projet pour terminer ce qu'il avait à faire. Mais Snyder, j'ai envie de dire, a réagi finalement à l'emballement des fans. Ce qui est fou, Tomino, lui, est un incendiaire. Tomino, enfin je le dis avec beaucoup de tendresse et d'admiration, Tomino, il n'a pas attendu que les fans se mobilisent. Tomino, il a vu les fans craquer des allumettes, il leur a apporté un bidon d'essence. Voilà, c'est comme ça en tout cas que moi je vois l'action de Tomino sur la naissance de ce phénomène Gundam. Il y a été vraiment partie prenante assez précoce et d'une influence redoutable. En fait, en quelques interviews, il a, les plus retors diront manipulé, mais c'est peut-être un bon mot, il a instrumentalisé pour le bénéfice des fans eux-mêmes. Il a instrumentalisé la fanbase pour pouvoir finir son projet, que les fans aient une version achevée et réussie, qu'ils puissent communier ensemble dans les salles de cinéma, qu'ils puissent aussi, ça on n'en a pas parlé pour le moment, mais le deuxième artisan de Gundam, c'est Yoshikazu Yasuhiko, monstre sacré de l'animation japonaise et du manga, qui a créé les personnages de Gundam, le dessin. Il les a designés et il était directeur de l'animation. Et ce Yasuhiko, il est tombé malade, en fait, grièvement malade en cours de série, et donc il a dû abandonner le navire. Et bon, vu que c'est un monstre du dessin, sans lui, la qualité du dessin de Gundam, c'est considérablement dégradé. Et donc pour Tomino, faire cette nouvelle version de Gundam au cinéma, c'était aussi un moyen d'aller voir son pote Yasuhiko à l'hôpital et lui dire, écoute, une fois que tu es remis sur pied, on va pouvoir reprendre les travaux et tu vas pouvoir faire le Gundam que tu voulais.
tu vas pouvoir le terminer, le faire dans les bonnes conditions, fois de copains, quoi. Donc il y a aussi une aventure humaine assez extraordinaire. Voilà, on plonge un peu dans les détails de tout ça dans l'ouvrage, mais voilà, en tout cas les personnages, même pas de Gundam, de la création de Gundam, que sont Tomino, que sont Yasuhiko, il y en a d'autres, hein, il y a beaucoup d'anecdotes croustillantes. C'est ça l'avantage d'écrire sur une saga aussi pléthorique, aussi qui s'étend sur tellement d'années et qui a fait l'objet de beaucoup d'exégèses, d'interviews, d'interventions de la part des parties prenantes. C'est qu'il y a beaucoup de biscuits à croquer et en effet énormément de rebondissements et de personnages truculents dans cette création de Gundam. Quand on évoque le créateur Tomino et qu'on s'intéresse un peu, quand on lit dans votre livre les thématiques, enfin les thèmes sociaux, politiques assez complexes qui émaillent la série, c'est assez paradoxal parce que nous, on y parle d'impérialisme, de discrimination, de choses d'oppression sociale et de mouvements idéologiques un peu nauséabonds. Et puis, il y a ce créateur très particulier, un artiste, quoi, à la plus ou moins, enfin, tout plus, je veux dire. Et comment ça se met en place, ces différentes thématiques qui vont, parce que ça dit aussi quelque chose de la société, mais aussi du monde. Ça pense le monde, comme vous le disiez dès le début. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui est assez amusant comme décalage finalement, c'est que voilà, vous disiez Tomino est un artiste éminemment. C'est dans l'écosystème japonais, il est dans la case des rares qui sont des auteurs, au sens de cinéma d'auteur, comme on dit en France. Voilà, Tomino est un auteur. Il a ses thématiques, il a il a des visions très claires. Même si Gundam est devenu une saga avec des enjeux économiques importants, les œuvres de Tomino montrent très bien qu'il en avait rien à faire du commercial. En tout cas, il a dit à ses sponsors, oui, je ferai ce que vous voulez, et puis qu'en coulisses, il fait complètement ce qu'il veut lui. Il y a de très nombreuses anecdotes qui le disent. Donc oui, c'est un artiste, c'est un auteur. Pourtant, c'est le premier à dire qu'il est un auteur raté, qu'il est incapable d'originalité, qu'il n'est pas très inventif. Voilà. Il est très dans l'autodépréciation, hein, Tomino. Et donc il dit, moi, le seul contexte où j'arrive à créer, c'est quand on met des contraintes. Voilà. Moi, si j'avais dû choisir, jamais je me serais spécialisé dans les robots géants. Quelle idée, les robots géants. Mais c'est là qu'on m'a mis, c'est là qu'on m'a dit que j'étais pas trop mauvais. Donc j'ai continué, j'ai creusé mon sillon. Et du coup, Tomino dit, ça a bien marché avec les robots géants parce que c'était une contrainte claire. Voilà. La contrainte d'essayer de robots géants, c'est qu'il faut qu'il y ait des robots géants qui se tapent dessus à l'écran. Voilà, on lui pose une contrainte. Et Tomino, il va créer des univers cohérents, si ça touche à lui, pour amener ça. Voilà, on dit des robots géants doivent se battre. Si je veux faire un récit réaliste, des robots de 20 mètres sur Terre, ça ne tient pas debout. Et ils vont s'effondrer, ils vont tomber, ça ne marche pas. Donc, je vais placer mon intrigue dans l'espace. Si on est dans l'espace, on est dans le vide. Il faut qu'il y ait des endroits où il y a des gens qui puissent se mettre. Donc, on va mettre des stations spatiales. Puis peut-être plus gros que des stations spatiales, on va mettre des colonies spatiales. Ça tombe bien, c'est à la mode dans la littérature de science-fiction de l'époque. Donc il va prendre cette idée-là. Et puis si on construit des robots géants, il faut un conflit. À moins de faire un truc sportif un peu bizarre, mais il faut un conflit. Pour mettre autant de moyens, parce que des robots géants, ça doit coûter cher. Donc pour développer des armes pareilles, il faut des entités très puissantes, des conglomérats ou des puissances étatiques. Et puis pour qu'elles développent des armes de guerre pour se battre, il faut qu'il y ait une guerre. Donc on va créer ces fameuses puissances étatiques, et on va créer les conditions et le contexte d'un conflit, et etc., etc. Et en fait, il déroule sa pelote comme ça de proche en proche. Vraiment, le point culminant de ce raisonnement-là à la Tomino, c'est de se dire, j'ai mes robots géants, j'ai mes pays dans l'espace qui se font la guerre, ok, mais s'ils ont des missiles longue portée ou des canons laser ou que sais-je, en fait, les robots, quand ils se battent, ils sont loin. Alors que moi, je veux qu'ils soient assez près pour les mettre dans mon même plan, dans mon storyboard. Donc il faut que je crée un moyen pour que les robots ne puissent pas s'attaquer à distance, pour qu'ils soient obligés de faire du pugilat. Comment je fais? Donc là, c'est son staff, il avait des conseillers de science-fiction, spécialistes, c'est son staff qui lui accouche d'une idée, c'est devenu les particules Minovsky dans Gundam, voilà, c'est un élément de l'univers. Particules Minovsky, c'est un prétexte un peu magique, qu'on soit clair.
mais qui est un prétexte qui a été inventé, qui est écrit. Ce sont des particules qui, en gros, sont dispersées pour brouiller les communications, pour embêter vos adversaires dans des batailles navales de vaisseaux spatiaux. Sauf que la conséquence que ça a, c'est que comme ça brouille tout, vous ne pouvez pas envoyer un missile téléguidé, vous ne pouvez pas envoyer un drone, il faut envoyer une machine indépendante. Voilà. Il faut y aller avec votre tracteur, vous ne pouvez pas envoyer de drone, il faut y aller avec votre tracteur, votre tondeuse à gazon, votre avion de chasse, que sais-je. Et puis votre appareil, il faut qu'il soit polyvalent, il faut qu'il puisse changer d'arme à la volée, il faut qu'il puisse un peu faire tout parce qu'il est tout seul sur son champ de bataille. Donc on va en faire un robot humanoïde. Et c'est comme ça que Tomino, de proche en proche, arrive à justifier ces robots géants dans l'espace qui, par les contraintes, se battent, se mettent dessus et sont dans le même cadre. Voilà. Donc, Tomino, d'un côté, auteur et artiste contrarié, mais génie dans la création de monde, puisque avec les contraintes qu'on lui pose, il va tresser, il va esquisser des univers cohérents pour se plier à la contrainte, tout en faisant un peu ce qu'il veut à côté. Et donc émanent ensuite des espèces de questionnements philosophiques qu'on arrive à extraire et à comprendre, mais au fur et à mesure, voire même plusieurs fois. Par exemple, vous, quand vous découvrez cette saga, vous êtes adolescent, si je ne me trompe pas, si c'est bien ça, et puis pendant 20 ans, cette saga vous accompagne, vous évoluez aussi au gré d'autres œuvres artistiques, vous vivez quoi. Et à côté de ça, il y a toujours cette saga et vous vous apercevez certaines choses ou pas, ou plus ou moins, ou alors ou des choses qui peut-être vont vous décevoir après. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que cette saga que vous évoquez, de par sa philosophie, elle est tout le temps en mouvement. Elle est intemporelle. C'est ça, elle est intemporelle, elle est toujours actuelle. Je peux vous dire un truc très bateau, hein, qui est que moi, jeune adolescent qui regarde Gundam, on fait souvent le procès à Gundam d'être un peu va-t-en-guerre, parce que finalement, on voit des récits guerriers dans Gundam, avec de superbes machines. C'est comme si vous êtes fan d'avions de chasse et vous regardez des avions de chasse se battre. Donc on a souvent accusé Gundam parce qu'il montrait ça avec de beaux appareils dont on aime bien avoir les maquettes, les figurines, etc. On a accusé Gundam d'être belliciste, de glorifier la guerre. Je vous assure que quand vous arrivez au bout d'une œuvre Gundam, la dernière envie que vous avez, c'est de vous asseoir dans un cockpit d'armes de guerre. C'est la dernière envie que vous avez, parce que les séries Gundam ont toutes pour point commun de vous montrer que la guerre c'est mal. Je dis ça de manière bateau, mais la guerre c'est mal, la guerre c'est horrible, la guerre c'est à vomir. Vous n'avez pas envie d'y être, vous n'avez pas envie que qui que ce soit que vous connaissiez soit. Et c'est vraiment une leçon qu'on retire à chaque visionnage d'une œuvre Gundam, c'est que, encore une fois, je le dis de manière un peu neuneux, la guerre c'est nul, faut arrêter, il faut pas le faire. Et moi, en tant qu'adolescent, ma rencontre avec Gundam, c'est aussi rencontre avec un récit qui montre que tout est gris, qui montre que dans un récit où il y a le point de vue des gens que vous suivez, et puis il y a le point de vue des adversaires, donc qui sont désignés comme les ennemis, mais vous voyez que chez les adversaires, il y a des chic types, il y a des gens qui font la guerre, mais ils n'ont clairement pas envie, ils préfèrent rentrer à la maison avec leur famille et vivre, et que côté des gentils, entre guillemets, vous avez aussi de parfaites ordures, ou des gens manipulateurs, etc. Et donc, quand vous êtes en construction vous-même en tant qu'individu, et que vous découvrez le monde, finalement, avoir, dans Gundam, mais comme dans plein d'autres œuvres, finalement, mais avoir l'un de ces guides-là pour vous montrer que, en fait, la guerre ne profite à personne et que, voilà, c'est le fruit du jeu des puissances, c'est le fruit d'exaltation de bas instincts, c'est le fruit de rancœur, enfin voilà, c'est toutes ces émotions négatives qui amènent les gens à se foutre dessus et à se tuer. Voilà, comment dire, je vais aller au bout de ce que je pense, essayer de le formuler de manière concise, mais en gros, voilà, quand vous regardez Gundam, vous ne pouvez pas vous faire prendre au piège de la propagande militaire, c'est pas possible. Ou alors vous n'avez pas compris ce que vous avez regardé. Voilà, je le résume comme ça. Gundam à travers son réalisme et les thèmes qu'il veut aborder, pour moi, a une vertu éducative, mais éducative à 10 ans comme à 40. Vous regardez Gundam, vous ne pouvez pas vous laisser prendre par la propagande guerrière, c'est pas possible. Alors,
Que vous soyez d'accord ou pas pour armer un pays ou la justice d'un conflit, c'est une chose. Mais vous ne pouvez pas vous faire prendre au piège par des arguments pourris. Quand vous avez regardé Gundam, c'est pas possible. Voilà. Et donc Gundam est porteur de ça, à mon sens. Et sur des aspects métaphysiques que vous évoquiez tout à l'heure, oui, on est dans de la SF, et il y a une branche de la SF qui est celle du transhumanisme, de l'évolution, etc. C'est quelque chose qui est abordé dans Gundam de manière plutôt bien amenée à mon sens. Et finalement, en gros, un idéal métaphysique où en gros, les âmes communiqueraient directement les unes avec les autres. On aurait un coup de foudre, pas forcément amoureux, mais on pourrait rencontrer quelqu'un et effleurer son esprit et tout connaître de lui, il connaîtrait tout de nous, et vu qu'on se connaît, on se comprend et on s'aime. Finalement, on ne s'affronte pas. Donc derrière cet idéal-là, aujourd'hui, je dirais, c'est ni plus ni moins que aimez-vous les uns les autres de Jésus, finalement. Et ça, pour moi, ce message aimez-vous les uns les autres, c'est con, hein, mais il est contenu dans Gundam, ce dessin animé à destination des enfants de 1979, avec de robots géants qui se battent dans l'espace. Et il y a aimez-vous les uns les autres dedans. Et il y a aimez-vous les uns les autres, et il y a surtout le fait que le dire c'est bien, le vouloir c'est bien, mais ça ne marche pas, malheureusement. Et là, on a le réalisme qui rattrape le récit, qui est que aimez-vous les autres, aimez-vous les uns les autres, c'est beau, on aimerait bien, mais c'est pas si simple. Comment la narration, comment le moteur de narration de cette saga va évoluer ensuite? Comment on a cité les films, mais il n'y a pas que, il va se passer d'autres choses. Comment ça va évoluer? Alors, on a forcément un succès pareil. Vous vous doutez que les producteurs de tous bords ont demandé une suite. Au bout d'un moment, alors ils ont un peu attendu. Il y a eu une certaine décence, un délai de grâce, mais au bout d'un moment, ils ont demandé une suite que Tomino leur a servi, et puis il y a eu des suites, etc. Tomino a lâché l'affaire au bout d'un moment, il a laissé d'autres gens faire du Gundam lié au sien, ou rebooter, spin-offer, peu importe. Mais oui, la narration dans Gundam a évolué avec son temps, j'ai envie de vous dire. C'est l'avantage d'une saga comme ça qui s'étend sur plus de 4 décennies, c'est que si vous voulez continuer à faire des choses, il faut bien évidemment les adapter au goût du jour et au goût du public, comme toutes les sagas, comme Star Wars, Star Trek, Marvel, etc. Donc on est dans un cas comme ça. Donc, la narration évolue, je ne saurais pas vous donner une direction particulière, finalement elle suit assez fidèlement son temps, mais il y a des ingrédients qui demeurent. Il y a des ingrédients sur les nuances de grille idéologique des personnages, le fait que voilà, il faut tout pour faire un monde, des fois on ne se comprend pas, ça peut avoir un prix très lourd, on peut essayer de se comprendre, mais ça peut rater, ce que je disais juste avant. Les dangers qui peuvent menacer le monde en termes d'environnement, de prolifération des armes de destruction massive, hein, c'est aussi présent en fait, dans Gundam, donc on a une sorte finalement de cahier des charges, même si j'aime pas cette expression pour une œuvre, mais on a un cahier des charges de Gundam qui est quand même resté. Il est réduit, ce cahier des charges, mais il est constant. Voilà, vous avez des robots géants, dont le robot géant vedette, il est tricolore, parce que voilà. Vous avez quelque chose esthétique et anecdotique comme ça, mais sur le fond, vous avez un propos quand même résolument anti-guerre, pas forcément pacifiste, mais anti-guerre. C'est-à-dire que la guerre, des fois, oui, il faut le faire, mais vraiment le moins possible. C'est pas une vie, quoi. La guerre, c'est pas une vie. Faut pas faut pas s'engager dans des régimes qui vous mettent en état de guerre permanente pour survivre, parce que vous serez les premiers perdants, grosso modo. Même si je suis un peu dans l'interprétation là, à la lumière de l'actualité, mais c'est ça aussi. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est ça, et ça l'est, j'ai envie de vous dire, même dans un des derniers opus qui est sorti il y a 2-3 ans, qui a tenté un peu de remettre à plat la formule. C'est du Gundam qui n'a rien à voir avec ce qui s'est fait avant, juste ça s'appelle Gundam, il y a des Gundam dedans, mais c'était une série faite pour toucher un nouveau public, parce que, d'après ses créateurs, les jeunes japonais, quand on leur dit Gundam, ils pensent à un truc de vieux. Quand on leur dit que c'est la guerre, le sort du monde qui se joue, ils disent « Oh, ça m'intéresse pas, c'est grandiloquent, c'est nul ».
Donc les concepteurs de ce nouveau Gundam ont dit ok, pas de problème. On va faire un truc un peu différent. On va faire dans un lycée, il y a des grandes familles, pour faire simple, qui se livrent des duels sportifs de Gundam, et le gagnant, il va pouvoir se fiancer avec l'héritière du plus gros conglomérat de l'espace. Voilà, donc il n'y a pas de pays, il n'y a pas de guerre, il y a du capitalisme plein, il y a du lobby militaro-industriel, mais on a enlevé la dimension guerrière de Gundam. Et pourtant, même en faisant ça, en fait, vous avez les éléments du cahier des charges qui reviennent à bas bruit, un peu en coulisses, voilà, et quand vous attendez pas, bim, il frappe. Et donc c'est ça qui est, en termes d'évolution de Gundam, moi, qui me marque, c'est que même quand ils essayent de faire un truc complètement différent, pour s'adapter à la demande, finalement, même quand ils essayent, le cahier des charges, il revient. Et j'ai envie de dire, le meilleur du cahier des charges revient. En gros, ce que Gundam a d'important à proposer sur le fond, ça reste présent. Ça peut être dosé différemment, évidemment, ça peut arriver plus tard en cours de série, mais c'est toujours là, en fait. Et j'ai envie de vous dire que c'est l'ADN de Gundam, et même si Gundam a beaucoup changé de forme au cours des années, ça s'est jamais vraiment perdu. Voilà, c'est toujours là, et à mon sens, c'est la recette du succès. C'est pour ça que les gens sont là. Le phénomène Gundam, le colosse de l'animation, c'est édité chez Third Edition, écrit par Jean-Philippe Dubrul. Je le dis tout le temps, 0,001% de ce qu'on a dit qui se trouve dans le livre. Donc il faut maintenant être curieux et curieux, il faut cliquer sur le lien. C'était un véritable plaisir, et je vous avais dit hors caméra, et je le répète encore, moi ça m'a donné envie de me plonger là-dedans, parce que je suis passé à côté de ça pour d'autres raisons, parce que voilà, il y a d'autres priorités. En tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait d'autres priorités. En tout cas, ça donne vraiment envie. Merci beaucoup. C'était un plaisir en tout cas. Merci à vous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.